Hello, hello! Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que j'observe depuis des années dans mon entourage, quelque chose d'universel, mais dont on parle peu, ou en tout cas dont on parle de façon superficielle et pas en profondeur. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée. Je parle. Non, je vais pas te dire. Vous vous disputez, vous vous touchez, et vous oubliez pourquoi vous vous disputiez. La réconciliation sur l'oreiller. Ce réflexe est aussi vieux que l'humanité, aussi naturel que mystérieux. J'ai vu des couples traverser des années comme ça, conflit, intimité, accalmie, conflit, intimité, accalmie. Un cycle qui semble fonctionner jusqu'au jour où il ne fonctionne plus. Et moi, en observant, les gens qui sont autour de moi, je me suis posé cette question. Est-ce que les réconciliations sur l'oreiller, c'est une solution miracle ou un pansement sur une jambe de bois? Parce que voilà ce que j'ai compris, entre fusion et fuite, il se passe beaucoup de choses qu'on ne voit pas toujours, qu'on ne réalise pas toujours. Si tu m'écoutes en préparant ta semaine, peut-être que tu es déjà dans ton lit avec ta petite routine skincare qui te fait du bien. Cet épisode va te donner des clés pour comprendre tes propres mécanismes. Dans cet épisode de podcast, on va décrypter ce phénomène avec nuance. D'abord, pourquoi ça marche, les mécaniques psychologiques et biologiques qui font que l'intimité peut réellement apaiser les conflits. Ensuite, pourquoi ça coince, les pièges subtils des non-dits qui s'accumulent et comment cette stratégie peut parfois desservir la relation. Et enfin, comment naviguer, comment utiliser l'intimité comme un outil de réconciliation sans tomber dans l'évitement systématique. Alors installe-toi confortablement. On va parler de ce qui est peut-être ta méthode favorite de réconciliation sans jamais avoir pris le temps de l'analyser. Alors, on va commencer par comprendre comment ça marche. Parce que ça marche vraiment. Il y a des mécanismes biologiques fascinants derrière la réconciliation physique. Quand on se touche après un conflit, le corps libère de l'ocytocine, cette hormone de l'attachement qui crée instantanément une sensation de bien-être et de proximité. En même temps, les niveaux de cortisol, l'hormone du stress qui monte en flèche pendant les disputes, vont chuter rapidement. Le système nerveux parasympathique s'active. C'est la branche repos et récupération du système nerveux, celle qui apaise, qui ralentit le rythme cardiaque, qui détend les muscles. En gros, la biologie nous réconcilie plus vite que le cerveau ne pourrait le faire. J'observe ça régulièrement chez les femmes que j'accompagne. Quand elles me racontent une dispute de la veille, encore énervée, encore blessée, et puis elles me disent, ouais, mais après on s'est retrouvés, bon, voilà, t'as compris. Et là, je vois le visage changer, l'énervement retombe, comme si le corps se souvenait de l'apaisement. Parfois, le corps trouve la paix avant que le cerveau ne trouve les mots. Et c'est plutôt beau quand on y pense, hein, cette capacité qu'a le corps à se souvenir de l'amour, même dans le conflit. Mais il n'y a pas que la biologie hein, dans notre histoire là. Il y a aussi la reconnexion émotionnelle profonde qui se joue dans ces moments-là. L'intimité physique, c'est un langage qui dit des choses que la fierté empêche parfois de verbaliser. Quand tu proposes l'intimité après une dispute, eh ben, tu dis, malgré notre conflit, je tiens quand même à nous, je tiens quand même à toi. Quand l'autre répond positivement, l'autre dit, moi aussi, je choisis nous plutôt que mon ego. C'est un langage non verbal de la réconciliation, une façon de communiquer l'amour maintenu malgré la colère. J'ai remarqué que les femmes qui fonctionnent comme ça ont souvent une capacité particulière à séparer l'amour du conflit. Elles peuvent être en désaccord, même fâchées, sans pour autant remettre en question le lien profond. Et il y a quelque chose de beau dans cette vulnérabilité partagée. Difficile de maintenir ses défenses, ses masques dans l'intimité, n'est-ce pas? Difficile de rester sur ses positions quand on se retrouve dans cette nudité, cette authenticité, cette vulnérabilité. L'intimité physique, c'est parfois le chemin le plus court vers l'intimité émotionnelle. Quand on se touche, quand l'autre nous touche, quand on touche l'autre, en fait, une partie de nos défenses tombe. Les égos s'apaisent et on retrouve cette connexion profonde, enfin, qui nous unit à l'autre, qui fait qu'on aime l'autre et que l'autre nous aime. Et puis, il y a aussi cette dimension symbolique que je trouve fascinante. L'intimité après un conflit, c'est un rituel de réunification. C'est créer du positif ensemble après avoir vécu du négatif. Quand tu fais l'amour après,
une dispute, après un conflit, tu transformes l'énergie du conflit en énergie de plaisir partagé. Et ça ancre une expérience positive juste après l'expérience négative. C'est une façon de dire, on peut traverser des orages et retrouver le bouton, on peut se disputer et rester complice. Notre amour est plus fort que nos désaccords. Le corps garde la mémoire de ce qui nous unit à l'autre, même quand le cerveau se focalise sur ce qui nous divise. Par exemple, quand tu te dis, après nos disputes, on se retrouve, j'ai l'impression qu'on se choisit à nouveau, comme si on renouvelait notre engagement l'un envers l'autre. Encore une fois, c'est beau, c'est absolument adorable cette capacité à faire de la réconciliation un acte d'amour renouvelé. Mais voilà où ça devient intéressant. Parce que ce qui marche si bien peut aussi créer des problèmes subtils, mais néanmoins profonds. Pourquoi ça coince et dans quelle mesure ça peut conduire à de l'évitement? On va parler des pièges, parce qu'il y a des pièges et ils sont sournois. Le premier piège, c'est l'illusion de la résolution. Quand la tension retombe, quand l'harmonie revient, on a l'impression que c'est réglé. Mais il y a une différence énorme entre apaiser un conflit, ce que tu fais quand vous faites l'amour, apaiser un conflit et résoudre un conflit. Entre faire taire les symptômes, la tension, la colère. Donc les symptômes vont se taire quand vous allez faire l'amour, mais traiter les causes, c'est autre chose. Apaiser, c'est pas résoudre. Réconforter, c'est pas communiquer. Je vois ça très souvent en fait, quand j'entends le même type de dispute pour la troisième fois en 2 semaines, le même sujet, les mêmes incompréhensions, les mêmes frustrations et le même on fait l'amour après. Je suis obligée de remarquer que ben, tu dis on s'est réconcilié chaque fois, on a fait l'amour chaque fois, c'était bon, c'était doux, c'était cool. Mais le problème perdure puisque la dispute se présente encore et encore et encore. Donc oui, vous vous êtes réconciliés, mais vous n'avez jamais communiqué sur le fond. Vous avez étouffé les symptômes sans jamais identifier la vraie cause des tensions ou sans jamais traiter la vraie cause des tensions. L'apaisement physique que ça représente de faire l'amour, l'apaisement physique masque la non-résolution émotionnelle et le problème de fond reste intact sous l'harmonie retrouvée. Et c'est là que ça devient problématique. Parce que chaque réconciliation physique sans véritable communication, c'est un sujet qu'on a enterré vivant. Les vraies causes du conflit ne sont jamais abordées, les frustrations profondes ne sont jamais exprimées, les besoins non satisfaits ne sont jamais formulés. Et tout ça, ça s'accumule. Comme des sédiments au fond d'une rivière. Ça se voit pas, mais ça finit par obstruer le cours de l'eau. J'ai vu des couples fonctionner comme ça pendant des années, conflit, intimité, accalmie, conflit, intimité, accalmie, un schéma qui semblait parfaitement rodé jusqu'au jour où l'un des deux explose. Toute cette frustration jamais exprimée, tous ces sujets jamais réglés remontent d'un coup. Et là, on se dit, mais je comprends pas. On arrivait pourtant tellement bien à se réconcilier. Oui, mais quand l'oreiller devient le seul médiateur, quand un orgasme devient le seul médiateur, eh ben on crée une relation basée sur l'évitement. On apprend à fuir dans le plaisir, c'est cool. Enfin, je minimiserai jamais l'importance de la sexualité, d'une sexualité épanouie, fun, délirante dans un couple, mais fuir dans le plaisir plutôt que d'affronter le dialogue, ben, ça ne conduit pas à la pérennité d'un couple. Et puis, il y a cette question délicate du déséquilibre. Parfois, l'un des deux utilise systématiquement l'intimité pour éviter la conversation difficile. Et ça, c'est problématique. Les fois où tu veux aborder un sujet, ou l'autre veut aborder un sujet et tu es là à l'embrasser sur la bouche, à essayer comment on dit ça, d'initier un acte sexuel pour éviter la conversation. Si à chaque fois que l'un des deux veut parler d'un sujet important, sans forcément que ce soit un problème, hein, l'autre propose l'intimité, ça veut dire qu'on évite. Mais on évite quoi au juste dans ces moments-là? Il y a une forme de manipulation inconsciente qui peut s'installer. Plutôt que de t'écouter, je vais te donner du plaisir pour que tu oublies ce qui te dérange. Et malheureusement, en fait, quand on se retrouve dans cette espèce de frustration terrible où le corps dit oui, mais le cœur dit, hey, on n'a pas encore réglé notre problème, en fait, on en a un problème. Tu te retrouves physiquement satisfaite, mais émotionnellement en manque, émotionnellement insatisfaite, parce que tu as besoin de mots, d'écoute et de compréhension quand il y a quelque chose à régler. Par exemple,
Quand tu te dis, après nos réconciliations physiques, j'ai l'impression d'être la seule à me souvenir de ce qui nous opposait, la seule à me souvenir de la dispute, comme si l'autre effaçait tout ça avec l'intimité. Si seul le corps participe à la réconciliation, ça veut dire que seul ton corps est en paix. Tout le reste de toi est en guerre. Mais alors, comment naviguer? Comment utiliser l'intimité à bon escient sans tomber dans ces pièges? Puisqu'on a vu en amont que ça avait des choses physiologiquement, émotionnellement et psychologiquement positives de faire l'amour en temps de conflit. La première des choses, c'est d'apprendre à distinguer ses motivations. Quand tu as envie d'intimité après un conflit, tu peux te poser cette question. Est-ce que je propose ça pour nous rapprocher parce que j'ai juste envie de l'autre? Ou est-ce que je le propose pour éviter une conversation? Il y a une différence énorme entre utiliser l'intimité comme un pont vers la communication et l'utiliser comme un mur pour l'empêcher. Ce qu'on a vu en amont, c'est que faire l'amour va même avant de faire l'amour, juste le fait d'être en contact avec l'autre va nous permettre de sécréter de l'ocytocine, hormone de l'attachement, et nous permettre de sécréter moins de cortisol, hormone du stress. Ce qui veut dire que après avoir fait l'amour, c'est le parfait moment pour avoir la fameuse conversation parce que on est plus proche, plus connecté et moins stressé. Bon, mais je continue. Le timing compte énormément. L'intimité peut être extraordinaire après l'expression des émotions, mais pas à la place de l'expression des émotions. Ce que les études montrent, c'est que celles qui gèrent bien l'utilisation ou l'intégration de l'intimité, de la sexualité à l'intérieur des périodes de conflit, ont développé cette capacité à reconnaître, à comprendre leur schéma. Elles savent quand elles cherchent de la connexion et quand elles fuient de la conversation. L'intimité peut ouvrir le dialogue, mais elle ne peut pas remplacer le dialogue. C'est une préparation au dialogue, pas une conclusion. C'est un moyen de créer un espace sûr, safe, nécessaire pour parler, mais pas un moyen d'éviter de parler. Et c'est là qu'on peut créer des rituels plus équilibrés. La réconciliation en deux temps, par exemple. Phase un, apaiser et se reconnecter physiquement. Bon, en gros, faire l'amour. Phase 2, dialogue sur le fond une fois les émotions vives retomber. Utiliser l'intimité comme préparation à la résolution de notre conflit, pas comme conclusion. Parce que le fait qu'on se dispute, le fait qu'on soit pas d'accord, le fait qu'on soit en désaccord, le fait on soit en conflit, n'implique pas qu'on ne s'aime plus, n'implique pas qu'on ne se désire plus et n'implique pas qu'on n'ait pas tout un tas de points d'accord autres que ce qui nous oppose là ponctuellement. Donc, on peut faire l'amour, ce qui va nous permettre de nous rappeler tout ce qui nous rapproche et parler ensuite, ce qui va nous permettre de supprimer ce qui nous éloigne. Maintenant qu'on s'est retrouvés, on va parler de ce qui nous a éloignés, de ce qui nous a séparés. Transformer cette vulnérabilité post-intimité, post-relation sexuelle en ouverture de dialogue. Cette douceur, cette connexion retrouvée devient le terreau parfait pour une véritable conversation. Par exemple, tu peux développer un code avec ton partenaire. Après la réconciliation physique, l'un des deux dit, maintenant on peut parler. Et tu prends le temps dans cette énergie apaisée pour vraiment échanger sur ce qui s'est passé. La meilleure réconciliation sur l'oreiller, c'est celle qui ouvre la voie à une réconciliation sur le canapé, d'après moi. Et puis, il faut accepter que chacun a des besoins spécifiques dans la réconciliation. Certaines personnes ont besoin du corps pour apaiser l'esprit, d'autres personnes ont besoin d'abord d'apaiser leur esprit pour être en mesure de se livrer ou de partager une intimité physique. La façon de se réconcilier doit nourrir les deux besoins, pas celui de l'un des deux. C'est-à-dire que chacun doit s'y retrouver dans la façon de se réconcilier. Parfois, l'intimité d'abord, ça va pour créer de la connexion. Parfois, le dialogue d'abord pour créer la compréhension. Il faut varier selon le type de conflit, selon le moment, selon les besoins respectifs. Il ne faut pas qu'il y ait un protocole figé de réconciliation. Tous les conflits ne se règlent pas de la même façon. Un malentendu émotionnel peut se résoudre en faisant l'amour. Un désaccord profond sur des valeurs nécessite qu'on parle. Toute la magie, c'est de savoir reconnaître de quel type de conflit il s'agit. Et ça, j'avoue que ça peut être compliqué quand on est en plein dans le conflit. Un couple mature, c'est un couple qui sait quand se toucher, quand se parler et quand faire les deux. Bon, alors on arrive à la fin de cet épisode et j'aimerais qu'on termine sur cette idée d'équilibre.
Ni diaboliser, ni idéaliser les réconciliations sur l'oreiller. L'intimité peut être un outil extraordinaire de réconciliation quand elle est utilisée consciemment et qu'elle ne sert pas de technique d'évitement. Savoir quand le corps peut aider dans la relation et quand il risque de desservir la relation. Développer une palette de résolution de conflits plutôt que de compter sur une seule méthode. Cette semaine, je vais t'inviter à observer tes schémas de réconciliation si jamais tu as des conflits, hein, parce qu'on est d'accord qu'on n'est pas obligé d'avoir des conflits chaque semaine. Regarde comment tu résous les conflits. Est-ce que tu utilises le fait de faire l'amour, l'intimité, la sexualité pour te rapprocher de l'autre ou pour éviter certaines conversations? Et surtout, rappelle-toi qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de se réconcilier. Il y a juste des façons conscientes et des façons automatiques de se réconcilier. L'intimité peut être une porte vers la communication et c'est mieux qu'elle soit pas un verrou qui empêche la communication. Un couple solide, c'est un couple qui sait se retrouver dans le plaisir et dans le dialogue, dans la complicité des corps et dans la vérité des mots. L'amour, ça se fait dans un lit, mais ça se construit autour d'une table, dans l'échange et dans l'authenticité partagée. Je pense, je sais, je suis vieux jeu, mièvre et je crois en l'amour toujours et oui, vu qu'il y a beaucoup d'enfants. C'était moi, Mavic Wright, pour cet épisode du Journal intime du succès. Prends soin de tes réconciliations. N'oublie pas, aimer, c'est pas éviter les sujets qui fâchent, c'est les traverser ensemble. J'espère que cet épisode t'a plu autant qu'il m'a plu de l'enregistrer. S'il t'a plu, partage-le avec ta bestie que tu aimes d'amour et qui en a probablement autant besoin que toi. D'ici là, laisse-nous un avis et une note, ça nous fait toujours tellement chaud au cœur. À très bientôt pour un prochain épisode du Journal intime du succès. Non, j'y crois pas. On a déjà terminé. J'espère que ça vous a plu autant que ça m'a plu à moi. Et si ça vous a réellement plu, pensez à vous abonner à ce podcast et surtout, à nous laisser un avis ou un commentaire selon la façon dont vous l'appelez. Mais vous avez compris l'idée et je vous retrouve dans le prochain épisode. Je suis déjà excitée comme une puce.